Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel du jeudi et on m'a posé la question de comment fonctionnent les particules dans Maya. Donc aujourd'hui on va parler un peu physique puisque les particules dans Maya et d'ailleurs dans n'importe quel autre logiciel de 3D, en tout cas pour l'animation, fonctionnent sous les lois de la physique, ce qui est mieux puisque on aimerait reproduire ce qui se passe chez nous et chez nous ça se passe sous la contrainte des lois physiques. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce schéma qui résume pas mal les lois de Newton puisqu'en fait euh, les particules dans Maya sont sont contraints aux lois de Newton et fonctionnent sous les lois de Newton. Et ce sera la même chose pour tous les éléments physiques de Maya, donc que ce soit du vêtement, de la fumée, etc. Ce sera les lois de Newton. Enfin, quoique de la fumée, pas exactement, mais en tout cas pour tout ce qui est particules, vêtements et rigid body, on sera sur les lois de Newton. Alors juste un petit mot sur ce schéma, on va parler physique mais pas très longtemps, juste pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est juste que voilà, on voit que tout se fait sous forme de force. Et c'est comme ça que fonctionne Maya. C'est-à-dire qu'on va avoir une particule de base qui aura un état initial de 0 qui ne va rien faire. Et elle va subir des forces donc, qui peuvent être la gravité, qui peuvent être un contact, qui peuvent être du vent. Et cette particule va se déplacer dans l'espace en fonction de cette force. Donc ça c'est très important à comprendre puisque c'est comme ça qu'on va réussir à contrôler la trajectoire de notre particule. Donc chaque particule, à chaque image, Maya va calculer la somme des forces qui s'exercent sur elle et le résultat de ces forces-ci pour lui donner une vitesse, une trajectoire. D'accord? Donc, voyons un petit peu ce que ça veut dire en pratique. Donc, ce schéma-là est très important, vous allez voir, il va nous servir énormément quand on va commencer à faire des particules. Donc, on se retrouve dans Maya, on a notre sol comme d'habitude, et déjà, où est-ce qu'on crée des particules? Alors, pour créer des particules, il faut se mettre en fx, puisque les particules sont des fx, et on va dans n particules ici, donc on va créer des n particules, et cliquer ici sur Create Emitter. Donc, l'émetteur est c'est un objet invisible qui émet des particules, d'accord? Et si j'appuie sur Play, c'est génial, j'ai des particules qui tombent. Waouh, trop bien. Donc, la première chose à faire ici, c'est d'aller dans clic droit sur la timeline ici, d'aller dans Playback Speed et de bien mettre ici Play Every Frame. Parce qu'en fait, Maya, pour calculer les particules, a besoin de calculer chaque frame. S'il saute une frame, il n'aura pas le temps de... Enfin, il ne pourra pas calculer les forces qui viendront de la frame d'avant et donc forcément votre simulation sera fausse. Donc il faut qu'il joue chaque frame. Donc on va mettre bien play every frame et on va mettre max real time puisqu'on ne veut pas avoir une simulation plus rapide que le temps réel. Donc on a ça et là c'est maintenant si je fais play j'ai bien les particules qui tombent donc c'est génial. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elles tombent déjà? On avait dit que logiquement les particules doivent avoir un état initial de 0 et pourtant là déjà elles tombent. Et bah oui. En fait le problème c'est que déjà nos particules de base ont une force qu'il leur est attribuée puisqu'en fait vous voyez qu'il m'a pas créé juste un émetteur. Il m'a créé un émetteur, un n particules et un nucléus. L'émetteur, c'est ce qui crée la particule. La n particule, c'est l'objet qui représente les particules, d'accord? Et le nucléus, c'est le monde, en fait, le monde en sous forme de force. Donc c'est les forces qu'on va pouvoir attribuer à nos particules. Attention, ce n'est pas le seul objet qui crée des forces. Vous allez voir qu'on peut créer d'autres forces sur les particules. Ce n'est pas un problème, mais donc nucléus, c'est un petit peu le monde. Donc c'est ce qui va mettre la gravité et un peu de vent et voilà, la densité du vent, etc. D'accord? Donc Nucleus, autant vous dire qu'il est très important parce que c'est aussi ce nœud-là qui calcule la dynamique dans Maya. Donc sans ce nœud-là, vos particules ne fonctionnent pas, soyons bien clairs. Nos n particules sont ici et on a dit que logiquement elles devaient démarrer à 0, donc n'avoir aucune force sur elles-mêmes et pourtant là on voit déjà qu'elles tombent. En fait ça vient du nucléus comme je vous l'ai dit et donc on va prendre le nucléus, on va aller dans ses attributs editor, d'accord? Et on va lui dire attends, baisse ta gravité. Donc là on voit déjà que mes particules, et la façon c'est symbolisé par la flèche du poids, subissent une force de la gravité qui est égale à 9,8. Donc si je fais 0, d'accord, je supprime la force de la gravité, j'ai la direction de la gravité, ici je vais mettre 0. Donc comprenez bien que c'est vraiment le schéma que je vous ai montré là. Hein. Soyons bien clairs parce que sinon ça va pas le faire. C'est cette force-là, cette force du poids, c'est cette force-là. La gravité, c'est la taille de la flèche, ici, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, donc la taille du vecteur poids. Et la gravité direction, c'est où est-ce que va la flèche. Mais là, on est en 2D, alors que chez nous, on est en 3D, donc la flèche peut aller dans 3 dimensions, d'accord? Donc là, je n'ai pas de gravité, logiquement, mes particules ne devraient pas bouger, d'accord? Essayons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes particules bougent encore alors que je n'ai pas de gravité? Alors oui, soit elles ne tombent plus, mes particules tombent toujours, enfin, mes particules bougent toujours alors qu'il n'y a aucune force qui sont émises sur elles. Donc c'est incohérent. Comment on gère ça en fait dans Maya? Les particules, quand elles sont créées, l'émetteur leur donne aussi une force. C'est ce qu'on appelle le speed. Ici, basic emission speed. Alors, vous voyez qu'on a plein d'attributs dans l'émetteur, l'émetteur type et tout. Je vais y revenir juste après. D'abord, je reviens sur le speed. Le speed est une force qui est créée par l'émetteur qui en fait éjecte les particules d'un endroit. Si je mets ce speed à 0,
D'accord? Donc il éjecte de façon omnisciente les particules. Donc on a une force qui est omnisciente pour les particules. Donc elles partent dans une direction qui est totalement random, mais par contre d'une valeur toujours de 1. D'accord? Donc c'est comme si ici j'avais une force en plus totalement random pour chaque particule qui allait dans n'importe quelle direction, toujours de 1. Là maintenant si je fais play, vous allez voir que mes particules ne bougeront plus. J'ai bien aucune particule qui bouge. En fait elles sont bien là, hein. Elles sont tous sur un même point, elles sont ici. Et il n'y a aucune force auxquelles elles sont assujetties. Là on est cohérent et là on peut commencer à faire un truc un peu plus conséquent et un peu plus cohérent puisqu'on a compris comment ça fonctionnait. Donc on commence tout à zéro, tout est prêt, maintenant comment ça fonctionne. Et on va commencer à voir un petit peu les paramètres de l'émetteur. Donc ici on a l'émetteur type Omni. En fait on peut voir qu'on peut émettre des particules sous plusieurs... les particules peuvent apparaître sous plusieurs formes. Donc on a directionnel pour qu'elles puissent apparaître que dans une seule direction, mais ce qui n'est pas très intéressant en soi. Donc là vous pouvez mettre la direction dans laquelle elles apparaissent. Omni, donc en gros elles apparaissent dans toutes les directions, d'accord? Donc dans une direction qui est random à chaque fois qu'elles apparaissent, mais à condition qu'on ait une valeur en speed, d'accord? Ici on a en surface, donc ça veut dire que elle va apparaître via une surface. Pas très intéressant puisqu'en fait on préfère que quand on met surface qu'elles apparaissent via un objet. Alors surface sans objet ça ne veut pas dire grand chose. Curve et volume, c'est la même chose, il faut qu'on sélectionne des objets. Alors je vois que volume, vous pouvez avoir ce volume ici, les particules vont être créées dans ce volume, d'accord? Et encore une fois, ce volume crée une force speed, d'accord? Qui est, voilà, away from center ici, ces forces-là. Ces forces-là peuvent être très intéressantes encore. Via un volume, ça peut être aussi très intéressant de créer des particules via un volume. Enfin, nous, on va pas s'embêter, on va revenir à Omni. Je vous inviterai à tester les autres spécificités d'émetteurs. Mais vous allez voir qu'ils marchent un petit peu tous de la même façon, puisque de toute façon, on revient toujours au même principe fondamental, qui sont les forces de la physique de Newton dans Maya sur les particules. Donc, voyons un petit peu ces premiers paramètres. Alors, distance, direction, attribut, on va en reparler juste après, mais d'abord, on va parler de ces basiques émissions speed attributs. Donc, c'est deux forces. Nous avons le speed, cette force qui permet en fait donc d'expulser la particule. Si je l'avais dit, vous allez voir que ma particule va être expulsée très rapidement, d'accord? Donc j'ai une force qui vient du centre de l'émission et qui vient dans tous les sens, et ma particule est expulsée très rapidement, donc pour faire des explosions, d'accord? Une speed random ici qui permet de mettre de l'aléatoire dans le speed, d'accord? Donc ça c'est intéressant, pour que mes particules ne partent pas tous à la même vitesse, elles ne suivent pas tous la même quantité de force, la même quantité de mouvement, pardon, en sortant de ce point. Donc on va mettre 1, 1 pour nous. Ouais, même speed à 0. Là, vous remarquez d'ailleurs qu'il y a un truc un peu bizarre. Logiquement, si j'étais dans une mécanique de Newton, mes particules devraient toujours aller à la même vitesse, puisque logiquement, quand elles ont une force qui leur a appliqué, elle leur a appliqué tout le temps, donc la particule devrait tout le temps aller à la même vitesse. Pourtant, je regarde là, et je vois bien que mes particules, attends pour moi, ralentissent au fur et à mesure. Alors, pour bien s'en rendre compte, on va mettre l'animation un peu plus longue. On va mettre une animation de 500 frames. Voyons un petit peu ce qui se passe. Mes particules ralentissent doucement et qu'elles vont venir presque s'arrêter au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça fait ça alors que logiquement, dans une mécanique Newton logique, mes particules devraient toujours aller à la même vitesse? Et bien en fait, c'est parce que, de base, Maya, dans les particules, met ce qu'on appelle un frottement de l'air. Parce qu'en fait, quand vous créez une particule, Maya, pour lui, de base, vous êtes sur la Terre, et sur la Terre, il y a de l'air. Donc lui, il simule un frottement de l'air. Donc vous avez une résistance due au frottement de l'air, qui correspond à cette flèche-là sur le dessin, bien sûr, d'accord, les frottements. Ce frottement de l'air va faire que les particules vont finir par s'arrêter. Donc si vous vouliez être dans l'espace, par exemple, ce schéma ne serait pas bon, d'accord? Donc on verra plus tard comment changer ce frottement de l'air. Donc c'était juste une petite parenthèse là-dessus pour que les plus matheux d'entre vous ne se sentent pas perdus. Allez, on continue pour un petit peu les paramètres. Donc les volumes attributs, je vous inviterai à essayer les paramètres, il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans. Et ici vous avez les particules color, vous en fichez parce qu'en fait c'est les particules color dans le viewport, donc ça ne vous intéresse pas tellement. En plus c'est même plus sûr que ça marche sur ces nouvelles versions. Donc voilà, donc en gros dans l'émetteur, à part le speed, il n'y a pas grand chose, mais il y a encore un attribut très important, c'est celui-là. Le particle rate émission. Ça, c'est le nombre de particules émises à la seconde. Donc, très important. Si j'en mets 1000, par exemple, vous allez voir que j'aurai beaucoup plus de particules qui vont être émises à la seconde. Alors, évidemment, vous vous en doutez, plus de particules, plus de temps de calcul. Hein. Forcément, il faut chaque frame calculer les forces émises sur une particule. Donc, forcément, c'est plus long. Si vous avez plus de particules, ça meurt plus vite. Voilà pour ce qui est un petit peu de l'émetteur. Donc, vous voyez que l'émetteur, c'est pas très compliqué. L'émetteur, il faut savoir qu'on peut l'animer sans problème. Donc, je peux l'animer, dire que il fait ça. Et les particules, forcément, bien sûr, vont suivre, parce qu'à chaque fois, elles vont être émises depuis cet émetteur, d'accord? Donc ça, aucun problème. Alors, on va pouvoir passer aux choses un peu plus concrètes et cohérentes. On va pouvoir passer aux particules elles-mêmes, à leurs attributs intrinsèques. Donc ici, on peut voir ici le count et le total event count, qui est assez intéressant, puisque ce sont des attributs que nous ne pouvons pas éditer. En fait, ce sont des attributs qui comptent les particules dans le monde. Là, je vois par exemple qu'il y en a 708. Si je continue, il y en a
1166. Intéressant. Intéressant, mais bon, un peu chiant pour aller voir à chaque fois nos particules là. Ça peut être intéressant de les afficher directement ici. Comment on fait? On va dans le display ici, le head-up display. Ici, vous avez le particle count qui va vous compter le nombre de particules et vous voyez que c'est exactement le même. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir toujours sous les yeux comme ça. Vous voyez si vous explosez vos performances ou pas. Le lifespan est très intéressant parce qu'en fait, on peut faire mourir la particule au bout d'un temps si justement celle-ci devient trop lourde en performance. Donc, comment ça fonctionne? Et ben en fait, c'est assez simple. Ici, vous avez le life forever. Vous pouvez mettre constant, par exemple. Et là, par exemple, je vois que ma particule va vivre une seconde. Oui, oui, c'est bien, c'est des secondes et non pas des frames. Ça peut être un peu bizarre au début, mais c'est bien des secondes. Donc, ma particule vit une seconde. Et je peux être random range, ce qui peut être intéressant. Je peux lui dire que ma particule meurt au bout d'une seconde, mais en fait, pendant 3 secondes. Donc, ça veut dire que entre 1 et 3 secondes, ma particule peut mourir. Ici, vous avez Lifespan PP Only, on en parlera juste après. Donc, nous, on va mettre Live Forever, on s'en fiche pour l'instant quand même. Particle Size peut être intéressant en fait. On peut donner une taille à nos particules. Alors, à quoi ça sert de donner une taille à nos particules? Bah là, nous, comme ça des points, à rien. Mais en fait, vous allez voir qu'après, on va pouvoir dire que les particules se collisionnent entre elles. Donc, ça veut dire que, en plus de subir les forces du monde, elles peuvent subir les forces de collision entre chaque particule. Et leur taille va influer sur la distance à laquelle elles vont se collisionner. Donc, ça va servir après. Et vous pouvez même faire évoluer leur taille en fonction de leur âge ou de n'importe quel attribut. Donc par exemple, je le mets en fonction de l'âge, en fonction de son speed. Donc plus la particule est rapide. Le speed, en fait, c'est la vélocité de la particule, la rapidité de la particule. Ou de son particle ID, parce que chaque particule a un nom, vous allez voir. De son accélération, donc en fonction des forces qu'elle subit. Bref, en fonction de plein de choses. On en reparlera juste après. Les collisions sont bien importantes. Les collisions sont très intéressantes parce qu'elles vont nous permettre de gérer un petit peu comment la particule va réagir si elle se trouve en obstacle avec un objet. Alors voyons ça tout de suite. Si je mets un plan en dessous, que je mets en dessous des particules, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, je vois très bien que mes particules passent juste à travers, c'est ridicule. Alors pour que ça fonctionne, il faut mettre en fait le plan en N rigid body. Donc pour faire ça, vous allez dans N object, hop, attends pour moi, Enclose, pardon, et un create passive collider. Donc c'est un N-rigid body. C'est un enclose, en fait, c'est un passive collider, mais ce n'est pas que pour les enclose, c'est aussi pour les particules. Je fais OK, maintenant vous allez voir que maintenant, quand je vais lancer mes particules vont bien, voilà, rebondir sur, collisionner le plan, d'accord? C'est intéressant, et on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail, justement, maintenant qu'on a un collisionneur, on va pouvoir gérer un petit peu comment les particules collisionnent en fonction des objets. Alors je vois que je peux décocher collide, ce qui fait que mes particules ne collisionneront plus. Bon, jusque là je pense que rien n'est compliqué là. Ici j'ai la force de collision, si je la mets à 0, voyons un petit peu ce qui se passe. Et ben, je vois qu'en fait c'est pareil, ça ne se collisionne pas. Donc logiquement, de manière cohérente, elle est toujours à 1. Mais bon après, on ne sait jamais. Collision de layer, je l'avoue que je ne sais pas exactement ce que c'est, donc je ne vais pas vous en parler. Ici j'ai collide with scale. Alors ça c'est intéressant, mais souvent ces paramètres, collide with scale et self collide with scale, on ne va pas les changer, parce que ça peut souvent faire bugger la collision. Je vois que maintenant la collision réagit, mais en fait ce qui se passe c'est que ma particule est plus proche du plan que tout à l'heure. En fait on va voir que ma particule a une certaine épaisseur quand elle collisionne, vous allez voir. Il suffit de l'afficher. Ici, vous avez collision de thickness. Affichons-la. Je l'ai affiché. Maintenant, je vais balancer mes particules. Je ne vois rien, mais si j'augmente ma collide width scale, alors, petit bug de Maya, je pense, puisque logiquement, ça devrait m'afficher un rond autour des particules, un rond jaune, qui m'afficherait en fait un petit peu la distance à laquelle va collisionner cette particule. En fait, cette distance-là gère la collision par rapport à d'autres objets. Donc plus elle est petite, plus la particule sera proche de l'objet quand elle va collisionner. Et celle-ci gère la collision entre particules. D'accord? En sachant que ce paramètre-là est tributaire, et ce paramètre-là aussi, est tributaire de la taille des particules, bien sûr. Et vous allez voir que la taille des particules, on peut les visualiser. Alors par contre, je vois que logiquement, ça devrait se visualiser dans le viewport, mais je vois que ça ne le fait pas. Peut-être en mettant en legacy, peut-être je vais voir quelque chose. Non, bon, bah écoutez, petit problème, on va essayer plus tard en leur mettant une taille, peut-être qu'on va le voir. Pour l'instant on ne le voit pas, c'est pas rare que le solver display bug pas mal dans Maya, donc ça peut arriver. Bon, c'est pas très important, mais bon, ça permet quand même d'avoir un plus de détails sur la simu, mais là bon, on va devoir faire ça. Alors comment ça passe dans les trucs intéressants? Ici on a le bounce. Le bounce, ça correspond en fait à la potentialité, à la particule de rebondir sur une surface. Donc si je mets le bounce à 1 par exemple, vous allez voir que la particule va rebondir ouf. D'accord?
Voilà, donc ça peut être intéressant aussi. Ici, j'ai la friction. La friction, c'est l'inverse. La friction, c'est comment la particule va rester, justement, ne va pas rebondir, mais comment elle va s'accrocher à la surface. Alors attention, je ne dis pas coller. Je dis que la particule ne va pas glisser sur la surface. Elle va tout doucement ralentir en fonction qu'elle soit sur la surface. Donc en fait, ça va être en gros la force de frottement de la surface. Mais ce qui est incohérent, parce que logiquement, la force de frottement de la surface est gérée dans la surface elle-même et non pas sur les particules. Mais on peut donner une friction de base à toutes les particules, peu importe la surface. Donc, disons que je mets la friction à 1, la particule va rester, voilà, vous voyez qu'elle glisse beaucoup moins sur le sol que tout à l'heure, alors que si je mets ma friction à 0, vous allez voir qu'elle va totalement glisser sur le sol comme si c'était de la glace. Voilà. Donc voilà, mais encore une fois, on laisse ce paramètre par défaut à 0,1, puisqu'on préfère gérer la friction, comme je vous l'ai dit, via les surfaces, puisque chaque surface n'est pas forcément la même. Pas forcément la même. On peut avoir une surface de vêtements, une surface de glace, une surface de bois, et ben elles n'ont pas les mêmes attributs de friction, ces surfaces-là. Donc, vous allez voir qu'on peut gérer ces attributs par surface et non pas via les particules. Ici, on a la stickiness, donc c'est la capacité de la particule à coller sur un élément, mais de la même manière, là, si je la mets à 2, bah, la particule va se mettre, voilà, elle va juste coller, comme si c'était de la colle, quoi. Donc ça peut être assez intéressant, mais de la même manière, on préfère souvent utiliser les surfaces, parce que c'est souvent les surfaces qui collent et non pas les particules. Mais bon, après, ça peut arriver que les particules collent et non pas les surfaces. Donc ça, à la limite, ça peut être plus intéressant que friction. Et ici, vous avez le max self-collide itération, bah, en gros, ça veut dire que combien de fois les particules peuvent se collisionner entre elles. Alors vous allez voir que si je mets self-collide, je vais faire un petit CTRL S, parce que sinon vous allez voir que c'est très lourd et donc ça peut vite cracher. Donc le self-collide est très lourd comme concept, puisque les collisions entre particules, ça va vite. Voilà, vous allez voir que là, ça sera beaucoup plus lourd. Alors vous le voyez peut-être pas, vous, mais moi je sens qu'il y a vraiment une baisse de performance. Donc forcément, par contre, vous avez une simulation qui est bien plus intéressante, parce que les particules s'entrechoquent. Donc bon, après c'est à vous de voir. Ici, vous avez les collisions de rampe, bah, c'est cool parce qu'en fait, ça vous permet de pouvoir gérer tous les paramètres qu'on a vus au-dessus en fonction d'un attribut. Donc, par exemple, je peux dire que ma particule, au début de son âge, donc là, je mets âge, d'accord, au début de son âge, va énormément rebondir et à la fin, va plus rebondir. Et donc, je mets une particule de bounce à 1 et vous allez voir que au début, elle rebondisse. Donc, ça peut être marrant. Je vois pas trop l'intérêt de changer un attribut. En fonction d'un autre attribut, mais c'est possible, d'accord? Donc vous pouvez toujours gérer la valeur d'un attribut en fonction d'un autre, donc ça peut être intéressant. Et ça c'est valable pour tous les attributs de toutes les particules. Donc voilà, dynamique property. Alors c'est là que ça devient encore plus fun. Donc là je vous ai dit, la dynamique dans Maya sur les particules se fait en fonction de force. Donc ça veut dire que on va pouvoir gérer les forces que les particules vont subir et comment elles vont les subir. Alors ici, en cochant Force in World, je dis aux particules qu'elles subissent les forces dans le monde. Donc le monde étant le nucléus. Si je désactive Force in World, vous allez voir que ma particule ne subit plus les forces dans le monde. Alors déjà là, elle n'en subissait pas parce que tout simplement, j'avais désactivé la gravité. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais si dans le nucléus, je vais remettre un petit peu de gravité juste pour le fun, voir ce qui se passe quand j'active et je désactive. Donc là, la gravité est activée, d'accord? Et si je prends les particules... Là, la gravité. Et je désactive Force in World. Et ça, vous allez voir. Ah non, pardon. Autant pour moi. Je fais une petite erreur. Force in World, c'est quand vous créez d'autres forces. On va pas voir ça aujourd'hui. Donc, c'est pas ce que je voulais dire. Autant pour moi. C'est quand vous faites Ignore Solver Gravity, pardon. Là, il ne gère plus la gravité en fonction du nucléus. D'accord? Mais c'est très rare de cocher cette. C'est très rare de cocher cette case, puisque logiquement, vous voulez que vous gériez les forces du monde avec vos particules, sinon je vois pas trop l'intérêt de faire justement un monde. Donc voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dire donc à votre nucléus de ne pas faire de gravité, et vous pouvez mettre des forces locales sur les particules. Donc c'est-à-dire une force locale, c'est-à-dire que bah, vos particules auront une force déjà sur elles de base. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai mis une force locale de 9,8, donc une gravité inversée. C'est vraiment la même chose que si je mettais une force de la gravité. D'accord? Donc je rajoute une flèche. En gros, je rajoute une force. Donc voilà. Local force, local wind, c'est exactement la même chose. Le wind des forces, c'est vraiment la même chose. C'est pour mettre deux forces différentes et leur donner un nom. Mais sinon, c'est vraiment pareil, quoi. C'est deux noms différents. Ici, j'ai dynamic weight, conserve, drag, dump, mass. Alors, pas mal de trucs un peu compliqués, dont je vais vous expliquer. Dynamic weight, c'est le fait de réagir à la dynamique. Si je mets dynamic weight à 0, bah, il se passe rien, en fait. Il se passe rien dans le sens où mes particules ne subissent. Elles subissent seulement
le speed, donc la force du speed de l'émission, et c'est tout. Après, elles vont subir les collisions, mais alors toutes les forces dans le monde, la gravité, etc., vont être annulées via ce dynamic weight. Alors pour vous le montrer, je vais aller dans le nucléus, je vais remettre une gravité de 9,8. Maintenant, je reviens dans mon particule, je refais play, et vous allez voir que elles ne subissent aucune force, parce que le dynamic weight est à 0. Si je mets le dynamic weight à 1, elles subissent toutes les forces du monde. Donc logiquement, cette valeur est censée rester à 1, puisque vous voulez qu'elles subissent les forces du monde, mais bon après, on ne sait jamais. Donc voilà. Le conserve est assez spécial, ça fait un petit peu la même chose. Si je le mets à 0, vous allez voir qu'il ne subit aucune dynamique, notamment du speed. Mais alors là, quand le conserve est à 0, on annule tout. On annule toutes les forces, absolument toutes les forces. Mais je vois qu'il conserve un petit peu quand même la force de gravité. Mais vous voyez qu'elle est quand même bien plus lente que tout à l'heure. Et par contre, j'annule le speed, j'annule les forces de base que j'avais sur mes particules, d'accord? Donc souvent, ces données-là, dynamic weight et conserve, sont censées être à 1 tout le temps, puisque vous voulez que vos forces soient conservées de manière logique sur vos particules. Sinon, je vois vraiment pas l'intérêt, mais bon, après, pourquoi pas. Alors là, vous avez drag, dump, masse. Alors la masse n'a aucun intérêt dans Maya, sauf si plusieurs particules doivent collisionner entre eux et qu'elles n'ont pas la même masse. Je m'explique. Si je mets une masse à 1000, par exemple, d'accord, et que je fais play, les particules réagissent exactement de la même manière que si je mettais une masse à 1. D'accord? Et vous le voyez très bien. Pourquoi? Parce que en mécanique newtonienne, on sait très bien que quand un objet tombe, sa vitesse ne dépend pas de la masse. D'accord? Son accélération ne dépend pas de la masse. Donc c'est très important. C'est très 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 important, et c'est surtout important pour la gravité. Cependant, on sait que par contre, quand un objet subit une force, comme le frottement, le vent, etc., la masse, ici, devient importante, puisque on sait que la quantité de mouvement, c'est la masse fois l'accélération. Donc, vous voyez très bien que l'accélération de la particule dépend de sa masse. Donc si j'ai une masse de 100, j'aurai plus de mal à faire bouger ma particule avec un vent que si j'ai une masse de 1. Faisons le test. J'ai une masse de 1, je mets du vent dans mon nucléus. Donc je mets du vent, hop, voilà. Je mets 31 devant. Voyons ce qui se passe. Les particules se mettent à... Ouh, ok, pas de problème. Maintenant, dans mes particules, je vais leur mettre une masse de 100, vous allez voir qu'elles auront beaucoup plus de mal à se déplacer. C'est un peu le même principe que vous prenez une plume dehors, vous mettez votre plume dehors, il y a du vent, elle va s'envoler tout de suite. Par contre, vous prenez une boule de plomb, la boule de plomb, vous la mettez à côté du vent, elle va pas bouger. Ben, c'est un peu le même principe. Donc en gros, ce paramètre masse, il sert quand vos particules subissent des forces telles que le vent ou des forces créées via ce petit panneau. Et par contre, elles ne subissent pas la gravité, puisque vous savez très bien que si vous allez au-dessus d'un avion, vous lâchez une boule de plomb et une plume, s'il n'y avait pas d'air, et ben votre boule de plomb et votre plume tomberaient de la même manière. Donc ça, c'est un petit peu la différence entre la dynamique newtonienne et la relativité générale d'Einstein. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Maya le gère très bien, et donc il fait très bien la différence entre la gravité et les forces qui sont émises en fonction de la masse. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc la gravité, lui, la masse, il s'en fout, puisque la gravité est une force assez spécifique, parce qu'en fait ce n'est pas une force, mais on va pas revenir sur ces détails-là. Par contre, les forces telles que le frottement, le vent, tout ce que vous voulez, tout ce que vous rajoutez dans Maya, subissent cette masse, et plus la masse est lourde, plus la particule aura du mal à accélérer. C'est normal, plus un objet en vrai est lourd, plus il est massif, plus il faut d'énergie pour le pousser, pour l'alimenter, enfin pour le faire bouger. Bah, c'est un peu le même principe. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez gérer ces paramètres via une autre valeur. Vous pouvez très bien dire que votre particule devient massif au bout d'un certain temps. Pourquoi pas. On en vient aux deux derniers paramètres qui sont drag et dump. Alors drag et dump, justement, c'est, je vous disais que tout à l'heure, ma particule réagissait assez bizarrement. Je disais que logiquement, s'il n'y avait pas de force, je ne vois pas pourquoi mes particules devraient ralentir. Je vois très bien que mes particules ralentissent au fur et à mesure là. Et ça m'embêtait. Mais en fait, voilà, ça c'est le drag. Le drag, c'est leur sensibilité au frottement de l'air. Alors si je mets mon drag à 0, vous voyez ce qui se passe. Vous allez voir que maintenant, je suis dans l'espace. Mes particules ne ralentissent plus en fonction. Et on voit très bien la différence, hein, d'accord? Si je mets le drag à 1, alors sachant qu'on était à 0,01, vous allez voir que à 2, allez, soyons fous, les particules s'arrêtent net. Donc là, j'ai un frottement qui est presque infini. Si je mets mon drag à 1,
j'ai un arrêt qui est toujours aussi net. Donc là, ouais, en fait, non, je me suis trompé, autant pour moi. Le drag, c'est un frottement infini. Donc on voit très bien que mes particules ne bougent pas, quoi. D'accord? Si je mets un drag à 0,3 par exemple, vous allez voir que mes particules vont démarrer et vont s'arrêter très rapidement, comme si j'avais un très gros frottement. Donc comme si un petit peu mes particules étaient dans un fluide. Donc avec une densité énormément élevée. Si je mets 0,1, par contre que je vais dans le nucléus ici, alors on va revenir sur les paramètres du nucléus, après ne vous en faites pas. Hein, et que j'ai l'air densité à 0, vous voyez ce qui se passe. C'est comme si je n'avais pas de frottement, parce qu'en fait la densité de l'air va un petit peu être la propriété de l'air. Donc ça veut dire que plus cette densité va être importante, plus les particules vont subir les frottements de l'air. Et ça c'est très important parce que c'est avec ça aussi que vous allez pouvoir avoir une évaluation réaliste. Et donc vous pouvez très bien dire, et en fait souvent on va faire ça, on va laisser ce paramètre drag à 0, à 0,10, puisque la propriété intrinsèque de la particule logiquement ne change pas, elle va toujours subir le même frottement d'air, mais par contre c'est la densité de l'air qui va changer, c'est le nombre de particules dans l'air qui va avoir plus ou moins de frottement. Et donc si par exemple je veux que mon air devienne de l'eau par exemple, alors je ne connais pas la densité de l'eau, mais vous allez voir que maintenant, bah hop, mes particules claquent tout de suite, s'arrêtent beaucoup plus vite, tu vois. Et donc ça peut être de l'eau, ça peut être un métal, n'importe quoi, un truc beaucoup plus dense qui va gérer mes particules. Donc ça peut être très intéressant. Donc on va revenir à une densité d'air normale à 1. Le damp en fait c'est autre chose, c'est pas le drag, c'était la quantité de frottement d'air. Le damp c'est un attribut assez spécial et qui est vraiment incohérent par rapport à la physique dans le monde aujourd'hui, puisque c'est juste, si j'en mets, bah, mon mouvement s'arrête. En gros, peu importe le mouvement que ma particule fait, elle va s'arrêter, regardez. Voilà. Donc alors, par contre, je vais enlever le drag, donc je vais mettre la densité de l'air à 0, comme ça, on sait que le drag n'existe plus. Et voyez un peu ce qui se passe. Voilà, le mouvement de ma particule s'arrête. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que les frottements, sauf que c'est pas des frottements parce que là, ça veut dire juste peu importe ce qui se passe, la particule s'arrête. Donc physiquement, c'est pas possible. Physiquement, c'est un paramètre qui est incohérent, mais ça peut être pratique pour vouloir arrêter une particule, enfin, pour faire des choses qui sont pas réalistes, ça peut être assez utile. Donc ce damp ici est assez intéressant. Donc voilà. Allez, force pile génération. Alors là, en fait, pour ça, il faut avoir forcément générer des forces ici, sinon ça n'a aucun intérêt. Et dans tous les cas, on ne va pas générer de force souvent avec les particules. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait. Ici, j'ai rotation. Et alors là, vous pouvez dire que votre particule tourne sur elle-même quand elle tape sur un objet. Ça peut être intéressant parce qu'après, on va pouvoir mettre nos particules sous forme d'objets et ces objets vont subir cette rotation. Donc ça peut être intéressant. Nous, on va pas le voir aujourd'hui, mais ça peut être intéressant. Ici, le Winfield génération, on va pas le gérer aujourd'hui puisque non, on va le voir comment le gérer via le nucléus. On va voir un petit peu le liquide simulation. Qu'est-ce que ça veut dire liquide simulation? En fait, ça veut dire que nos particules vont réagir différemment, pas comme des particules, mais comme un fluide, c'est-à-dire comme un fluide de particules. Donc, elles auront juste des propriétés qui seront différentes. En fait, pas différentes, elles auront plus de propriétés, c'est-à-dire la capacité au fluide de se comprimer, la densité du fluide. Alors là, je sais même pas ce que c'est, le liquide radius scale, je sais pas trop à quoi ça correspond en physique, et la viscosité du liquide que vous pouvez encore une fois gérer via d'autres paramètres comme son âge, etc. On va pas en parler aujourd'hui, mais ça peut être très intéressant si vous vous intéressez dans la simulation de fluide. Mais quand même, pour la simulation de fluide, Maya se débrouille plus va plus utiliser Bifrost, qui est une simulation de fluide pour les fluides justement, pour tout ce qui est flotte, etc. Beaucoup plus réaliste, beaucoup plus cohérente, puisque n'utilisant plus seulement la physique newtonienne. Donc c'est un peu plus intéressant d'utiliser Bifrost qui est ici. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas pas aujourd'hui. Donc voilà, output mesh, on va pas en parler non plus. Caching, on va en parler mais à la fin de ce cours. Et on va parler de shading. Shading, c'est l'apparence de vos particules. Et là, ça devient plus intéressant puisqu'on va voir comment rendre vos particules. C'est bien beau d'en avoir, mais il faut bien les rendre. Donc pour les rendre, ici ce sont des points. Donc vous allez voir que si je fais un rendu, ça sert à rien, mais ce sera juste noir. Alors, je vois que ce n'est pas noir. Donc c'est bien parce que je pensais que ça allait être noir et ce n'est pas noir, parce que je suis sur Mental Ray. Alors si j'étais sur Arnold, ce serait noir. Et d'ailleurs on va pas voir comment on fait pour rendre nos particules sur Arnold aujourd'hui. On le verra peut-être dans un prochain cours, mais aujourd'hui on va voir que sur Mental Ray, parce que malheureusement sur Arnold c'est plus compliqué et c'est pas encore compatible. Donc bon, désolé pour ceux qui utilisent Arnold. Donc si je suis en point, alors je pensais qu'il n'allait pas me les rendre, mais en fait il me les a rendus. Donc c'était un petit peu la bonne nouvelle. Donc en fait, vous pouvez gérer la couleur, l'incandescence, l'opacité, en fonction toujours, comme vous pouvez le voir, de l'âge par exemple, de l'âge normalisé, de son speed. Vous pouvez dire par exemple qu'une couleur, qu'une particule va seulement être affichée en fonction de son speed. D'accord? Voilà, je dis que par exemple, là les particules, hop, c'était l'inverse, tant pour moi.
et bah plus elles sont rapides, plus elles sont affichées, et dès qu'elles s'arrêtent, bah, elles s'éteignent. Regardez bien, voilà. Donc ça peut être très intéressant, ça peut être très intéressant. Vous voyez, les particules qui sont très lentes au niveau du sol sont très peu affichées. Alors mettons un petit peu de frottement de l'air dans tout ça pour être un peu plus réaliste. Et voyons ce qui se passe. Et vous allez voir que mes particules vont doucement diminuer en intensité d'opacité, puisque mes particules vont de moins en moins vite. D'accord? Donc le speed, c'est la vitesse de la particule. Vous voyez que là, c'est très fort, et là, c'est très faible. Donc ça peut être intéressant de faire ça. Et vous pouvez lier toutes sortes de paramètres en fonction de n'importe quel autre paramètre. C'est très intéressant. Donc bon, là, on va pas s'en servir, mais voilà, pourquoi pas. Donc ici, je peux dire comment sont rendues mes particules. Alors, voyons, en affichant quelques particules. Des points, je peux dire numérique. Alors, numérique, c'est un nombre au hasard, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ce nombre au hasard, il n'est pas forcément au hasard, en fait, parce que c'est le numéro de la particule, c'est son nom. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir. Je peux avoir multistrike, qui est assez intéressant, en fait. Ça crée des espèces d'étincelles. Donc, c'est pas mal. Mais alors là, vous voyez que des étincelles, elles font un peu n'importe quoi, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en crée plein. Chaque particule, c'est 3-4 strikes, donc c'est pas terrible. Vous allez voir qu'on peut faire une particule par strike. Multipoint aussi, c'est plein de points par particule. Voilà, pourquoi pas, ça fait des trucs un peu bizarres, mais pourquoi pas. Ici, vous avez le point, le sphère, donc ce sera des sphères qui vont être créées, regardez bien, hop. Voilà, et là je vois que je vois pas mes sphères. Pourquoi je vois pas mes sphères? Tiens, parce que j'ai mis une size de 0. Et c'est là qu'on revient un petit peu à la particule size. Regardez si je mets une size, voilà. 0,1. Et vous allez voir que là, mes particules vont réagir en fonction de leur taille. Alors je pense que là maintenant si on affiche le display, je pense qu'on devrait le voir. Oui alors voilà, donc pour afficher le display, il faut absolument que ce soit des sphères et non pas des points, autant pour moi. Et donc en fait si je augmente ou je diminue ce scale, bah voilà, je vais augmenter la force de... Enfin en fait ça c'est la surface qui collisionne avec les objets. Donc si je l'augmente, bah il y aura une plus grosse surface et si je la diminue, voilà. Si je fais le save collision, bah c'est pareil. D'accord? Alors on va remettre un 1, sur des valeurs par défaut. Et si j'augmente la taille, bah, vous allez voir que... Alors par contre, là je suis en train de faire péter un câble à mon ordi. Hop, on va mettre à 0,5 par exemple. Et bah là je suis à 0,5. Je réaffiche le solver. Je vois que mon solver a pris la taille de mes particules, donc c'est pratique. Voilà, et je vais mettre à 0,05, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Voilà. On va revenir sur nos shading. Donc notre shading, on a eu des sphères. On a quoi d'autre? Des sprites. Et bah, les sprites, c'est exactement ce que je voulais. Non, c'est pas. Voilà, c'est des blocs blancs. Alors en fait, c'est pas des blocs blancs, c'est des images. Mais on verra pas comment faire des images aujourd'hui parce que c'est très compliqué et ça devrait nécessiter un cours à lui tout seul. Alors pourquoi pas le prochain coup de jeudi, ça pourrait être sur les sprites, sur les particules, si ça vous intéresse. Donc voilà. Voyons un petit peu les strikes. Donc les strikes, en fait, c'est les multi-strikes, mais juste pour une particule. Et vous voyez que c'est quand même là tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc pour créer des étincelles ou ce genre de choses, ça c'est vraiment tip top quoi. C'est vraiment cool. Les blobby surface. Les blobby surface, et ben en fait c'est comme des boules, d'accord? C'est exactement comme des boules, mais sauf qu'elles ont quelques paramètres de couleur, etc. un peu différentes, et au rendu elles sont un peu différentes. Les clouds sont un des paramètres dans les particules les plus intéressantes, puisque c'est ce qui va permettre de faire un petit peu des nuages, etc. quand c'est bien géré. Par exemple, faisons un exemple rapide et vous allez voir que toutes les particules fonctionnent comme ça. Si je gère sa couleur en fonction de son âge, ben, je vais dire blanc ici, noir. Hop. Et alors pour ça, bien sûr, il faut que ma particule est un âge, alors que moi, ma particule, je vous rappelle qu'elle meurt. Donc si je mets âge, ici j'ai une input max pour gérer l'échelle. Donc là maintenant, je peux avoir une particule qui change de couleur au fur et à mesure du temps. Par exemple, faire de la fumée. Si maintenant je augmente sa taille, d'accord, et qu'en fonction de sa taille, je lui dis tu es petit au début et gros à la fin, d'accord, alors je me suis trompé, autant pour moi c'est l'inverse, d'accord, ce sera en fonction de son âge encore une fois. Ah non, autant pour moi je me suis encore trompé, clac, allez, on inverse le tout, voilà. Et voilà, on peut avoir un semblant de fumée qui peut être assez intéressant, d'accord. Donc c'est très simplé, hein. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin quand vous faites ça, mais c'est déjà une première idée. Je peux par exemple après mettre du random opacité, par exemple, hop, un peu d'opacité en random. Je peux gérer l'opacité en fonction de son âge, encore une fois. Donc dire qu'au début elle est assez faible, après c'est assez élevé par exemple, et après ça se raffaiblit au fur et à mesure. Hop, et je peux virer le dernier là. Hop, ah, voilà, par exemple. Là, je pourrais avoir un truc qui devient de plus en plus intéressant. Par exemple, pour avoir de la fumée. Donc, ça peut être cool. Je vous invite à essayer tout ça, à essayer les combinaisons de speed,
Là, par exemple, ma particule devient de plus en plus visible, moins elle bouge. Donc ça peut être aussi intéressant pour faire du fog, enfin, tout comme ça, bref. Donc essayez de gérer ça. Vous voyez que je peux dire, ah, bah, couleur entre deux devient rouge par exemple, pourquoi pas, soyons fous. Et donc en gros, la particule va devenir blanche, après rouge et après noir. Donc ça peut être intéressant, je vous invite à tout essayer. Vous allez voir qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs super cool avec ce genre d'effet. Et si vous avez le tube va vous permettre de faire la même chose que les clouds, mais en tube. C'est quand même pas très compliqué. Donc voilà. Donc vous pouvez gérer le radius, etc. Je m'en suis personnellement pas trop servi, mais bon, pourquoi pas. On va revenir au cloud pour nous. Alors je vois que en fait ici j'ai par particule array attribut. Donc c'est à dire que chaque particule a ses attributs sur elle. D'accord? Chaque particule a ses attributs sur elle. Je vois que je peux en ajouter. On va pas en ajouter aujourd'hui malheureusement parce que ce serait trop complexe. Et en tout cas, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. C'est juste le but, c'était de expliquer un petit peu les bases des particules. Mais voilà, vous pouvez ajouter vos propres attributs dynamiques. Donc ça peut être intéressant pour faire des nouvelles rotations, enfin plein de choses qui sont très cool et très intéressantes à gérer sur vos particules. Puisqu'après, vous pouvez, vous allez voir, gérer un petit peu que fait ces particules et à quoi elles servent. Donc ça peut être intéressant. Bon, je pense qu'on a fait le tour quand même des particules. On va s'intéresser un petit peu maintenant aux objets qui collisionnent avec les particules. Donc, les objets qui collisionnent avec les particules, donc ton plan peut avoir lui aussi, voilà, des paramètres de collision qui vont être très intéressants parce qu'ils vont servir à voir comment la particule collisionne, quoi. Donc on va revenir sur notre particule et on va se remettre en shading point parce que je veux juste avoir là, pour l'instant, la dynamique. Donc là, je fais play et je vois que ma particule explose sur mon plan. C'est génial. Pour que vous puissiez voir quelque chose, je vais remettre mes particules en blanc parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc clac, clac, clac. Hop. Hop. Clac, clac. Voilà. Donc, mon plan peut, encore une fois, on peut lui faire une force de collision, la collision layer, thickness. Bref, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Le thickness, c'est l'épaisseur de collision de plan, d'accord? Plus les gros, plus ça collisera tôt, plus les petits, plus ça collisera à une faible épaisseur. Si on peut très bien la mettre à 0, vous allez voir que les particules vont collisionner pile sur la surface. Alors, quoique, 0, il n'aime pas tellement. Ou alors, il faut mettre à 0,01. Petite erreur de ma part, excusez-moi. Oui, autant pour moi, il faut mettre à 0,01. Ah non, il faut bien mettre à 0. C'est juste que... Non, oui, c'est très bien. Alors... Mettons un petit peu de gravité dans notre nucléus pour gérer un petit peu tout ça et avoir quelque chose de plus cohérent. Voilà. Hop. Ah oui, alors petite erreur que j'avais faite, j'avais mis une particule size. Attention, la particule size va causer des problèmes quand vous êtes avec des points. Donc faites bien attention à ça. Là, je mets bien une particule size à 0 pour que ça collisionne bien avec mon plan. Donc sur mon plan, je vais désactiver ça pour ne plus afficher le mesh de collision entre guillemets. Et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vois que là, les particules sont sur le sol, elles rebondissent pas. Si je mets du bounce, elles vont se mettre à rebondir, tout simplement. Voilà, elles rebondissent beaucoup plus fort. Et vous voyez que la puissance du rebond dépend de la vitesse de la particule quand elle arrive sur mon plan. Par exemple, si je mets mon plan beaucoup plus bas, ma particule va arriver avec une force de gravité, une accélération, j'ai envie de dire, beaucoup plus forte. Et donc elle va forcément rebondir de manière beaucoup plus forte. Donc la friction, c'est la force de frottement du matériau. Donc comme tout à l'heure, hein, si je le mets à fond, il y a tout se frotte. Donc c'est un petit peu la friction, c'est comme si on marchait sur la moquette, alors que sans friction, c'est un petit peu comme si c'était de la glace. La stickiness, je vous rappelle, c'est le fait qu'elle colle, d'accord. Donc là, elle ne va pas rebondir puisqu'elle colle totalement à la surface, d'accord. Donc c'est toujours la même chose, mais sauf que là, on peut gérer ces paramètres par surface, ce qui peut être intéressant. C'est tout, on en reste là. Vous voyez qu'on peut générer aussi des forces. Par exemple, je peux générer une force avec mon plan. Donc c'est pas un problème. Maintenant, mon plan génère une force ici, vous le voyez. Assez spécial d'ailleurs. Donc bon, j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Je préfère utiliser les forces du nucléus, mais bon, pourquoi pas. Allez, un petit tour sur le nucléus vite fait et on a terminé. Le nucléus, c'est quoi? En gros, c'est avec les forces qui vont être dans votre monde. En gros, il y a deux forces principales que vous pouvez mettre dans votre monde qui sont souvent les forces qu'on utilisera tout le temps. Ça va être la gravité, puisque souvent quand on va faire des choses qui sont sur Terre, on a besoin de la gravité. D'accord? Donc si j'enlève la gravité,
j'ai des choses qui volent comme dans l'espace. Alors, où est... alors, oui, attends. Je vais prendre mes particules, je vais les remettre dans les dynamiques. Je vais bien regarder qu'elles ont un drag pour qu'elles puissent réagir au frottement de l'air. Donc, dans mon nucléus, si j'enlève la gravité, par exemple, vous allez voir que maintenant mes particules vont juste tout simplement voler, comme si elles étaient dans l'espace. Et par contre, je vois que là, c'est incohérent parce qu'il y a quand même un frottement de l'air, parce que mes particules ralentissent, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc là, ma gravité, ça va être la force de ma gravité, d'accord? Et ça, la direction. J'en ai parlé tout à l'heure au début d'heure. Je vous ai expliqué que ça générait un vecteur de force sur chaque particule. C'est exactement le même principe. Ici, vous avez la densité de l'air. J'en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure. En fait, ça va être la force de frottement de l'air. En gros, ça va multiplier le drag, je vous rappelle, dans la particule. Donc si je mets ça à 10, les particules subissent une force de frottement beaucoup plus importante que si c'est à 0. Là, il n'y a pas de force de frottement. D'accord? Et la densité étant 1, c'est la force de frottement globale de l'air, on va dire, chez nous, quoi, sur Terre. Wind speed, ça va être la force du vent. Donc le vent a une direction, par exemple, de 1 en X. Si je mets une wind speed à 34, voilà, le vent va faire pousser les particules sur X. D'accord? Le wind noise, ça va être très intéressant, ça va nous permettre de mettre des valeurs un peu aléatoires dans le vent, ce qui va simuler un petit peu des bourrasques de vent. Alors vous voyez que là c'est assez subtil parce que c'est très léger, mais voilà, si j'ai un vent qui est moins fort, voilà, là je vois qu'il y a quelques petites vagues dans mon vent, qui est très intéressant. Ça apporte souvent beaucoup de réalisme de mettre du wind noise. Si je mets par exemple à 100, vous allez voir que voilà, on a beaucoup plus de turbulence. Là on est un peu en mode tornade. Mais c'est très intéressant parce que ça apporte beaucoup de réalisme d'avoir ces petites noises dans votre vent. Et donc c'est très cool. Donc ça, dans la vie réelle, il n'y a jamais un vent il n'y a jamais une force de vent qui est toujours bien nickel. Ça varie toujours un peu dans la direction et dans la force. Et bien, le wind noise, va gérer et va simuler cet effet d'aléatoire dans votre vent. Vous voyez que c'est intéressant parce que votre nucléus vous affiche votre force de gravité, donc sa force et sa distance, et il vous affiche la force du vent. D'accord? Donc imaginons, on fait un petit exercice comme ça pour voir que ça marche vraiment sur le Newton. Si je mets une force de vent à 9,8, d'accord? Je mets pas de noise, et que je mets une wind direction dans 1, donc j'ai bien une force du vent qui est totalement opposée à la force de la gravité. Donc si je fais la somme de ces deux vecteurs là, j'obtiens un vecteur nul, et vous allez voir que c'est comme si je n'avais pas de gravité. Alors je vous dis ça et ça ne fonctionne pas du tout. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que je vous rappelle que, et là j'espère que vous avez bien fait attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ne fonctionne pas parce que mes particules subissent la masse. Elles ont une masse. Donc si mes particules ont une certaine masse, forcément elles ne vont pas réagir de la même manière au vent qu'à la gravité, puisque la gravité ne dépend pas de la masse. Donc c'est très important. Si je mets une masse à 0,1 par exemple, vous allez voir que ça ne réagira pas de la même façon. Vous voyez qu'elle tombe plus lentement déjà. D'accord? Donc ça c'est important. Alors trouvons un petit peu la masse qui fait que la force s'annule totalement. Voilà, on a 0,1, 0,2 et 0,05. Ah. 0,3, 0,25. 0,25, on n'est pas loin de la valeur qui fait que les deux forces s'annulent totalement. Donc, il faut vraiment faire attention parce que on pourrait croire que cette force va annuler la force de la gravité, mais pas du tout, parce que cette force-ci dépend de la masse de la particule, alors que la gravité ne dépend pas de la masse de la particule. Donc, attention, attention, c'est important. Et ça peut parfois générer des grosses erreurs. Alors ici, dans mon nucléus, j'ai ici le time attribut, d'accord, qui va me permettre de démarrer ma simulation à un temps donné. Par exemple, je veux démarrer ma simulation à la frame 25, ma simulation va démarrer qu'à la frame 25. Voilà. Donc ça peut être très pratique, très pratique. Ici, j'ai le scale attribute, et ça c'est aussi intéressant, c'est que ça se peut que vous soyez dans une échelle qui soit incohérente en fonction de votre monde. Par exemple, Maya aime bien, si je regarde là dans mes échelles, dans setting, je suis en centimètres. Bah voilà, en centimètres, si je prends une particule qui bouge au centimètre, et si je la prends au mètre, sa vitesse sera pas du tout la même. Donc vous pouvez dire qu'en fait le time scale, ou le space scale plutôt, là serait plus de 0,1 que 1, puisque souvent on se base par rapport au mètre. Et vous allez voir que ça donne pas du tout la même, simulation. On a des particules qui vont beaucoup plus vite à un space scale de 1, 0,1. Donc attention à ça, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça marche.
si vous voulez être cohérent en fonction de vos échelles. Timescale, c'est pareil, si vous mettez un timescale de 10, bah, vous avez une simulation qui est beaucoup plus rapide. Un timescale de 0,4, bah, vous avez une simulation au ralenti. Ça peut être intéressant aussi. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Alors là, on va juste faire un petit tour sur les solver attributes qui sont assez sympas parce que ça va définir la qualité de votre simulation. Par exemple, si je mets substep à 1 ici, ben, en fait, la vélocité de ma particule, donc sa direction et son accélération, sera calculée une fois par image. Si je le mets à 3, il va recalculer cette valeur 3 fois par image. Ce qui va nous donner une valeur plus précise de la simulation. Une moyenne qui sera beaucoup plus précise que si j'avais fait seulement un substep. Donc ça peut être intéressant quand vous avez des mouvements très rapides. Ce substep peut donner des meilleurs résultats ou des particules qui passent à travers des objets. Ça peut aussi arriver. Augmentez ce substep ici pendant que vous calculez vos frames. Alors bien sûr ça augmente le temps de calcul, mais vous allez avoir une simulation qui sera plus réaliste et plus cohérente. Donc à gérer avec parcimonie, mais ça peut être intéressant quand vous avez des problèmes de collision ou de mouvements qui sont trop rapides, trop vite. Allez, pour finir, on va finir en parlant du cache un petit peu. Le cache, c'est quoi? Et ben par exemple, en fait, j'ai une simulation de particules très lourde, d'accord, qui est très lourde à calculer. Et donc, si je veux continuer à travailler dans ma scène correctement après, bah, il va falloir trouver une solution pour pouvoir travailler avec une particule, mais sans que ce soit lourd, pour que je puisse naviguer dans le viewport correctement. Bah, pour ça, on fait un truc qui s'appelle le cache. Donc le cache, c'est dans les particules. Ici, vous avez caching. Et là, vous pouvez choisir de cacher tout. Et nous, on va cacher tout. Et en fait, ici, dans mcache, ça va permettre de créer un cache. Alors, qu'est-ce que c'est un cache? Ça va être un fichier qui va écrire pour chaque particule, à chaque image, son accélération, sa vitesse, ses valeurs de shading, en fait, tous ses attributs. Et ça va être trop cool parce que ça va permettre à Maya après de ne plus calculer ses paramètres à chaque fois, mais de juste aller lire le cache. Donc en fait, c'est comme si vous bloquiez votre simulation sur ces paramètres-là. Et Maya ne va faire que plus qu'aller lire sur votre disque dur ce cache. Donc pour faire quoi? Comment on fait? On fait create an object, on clique sur ce petit carré ici, il nous montre où est-ce qu'il va le mettre, ici son nom, et vous laissez les paramètres par défaut. En fait, en gros, il va faire un fichier par frame. Donc dans chaque fichier par frame, il y aura la position, l'accélération, la couleur, etc. de chaque particule. Et vous faites create, ça va créer un cache. Et une fois que vous avez créé votre cache, vous pouvez désactiver le nucleus, qui est très important. Comme ça dit à Maya, ne prend plus en compte la force physique dans le monde de Maya, seulement va juste lire le cache qui est sur mon disque dur. Et vous avez une simulation de particules qui est fluide, et qui pourrait être très compliqué, pourtant comme il n'y a que de la lecture sur disque dur qui est très simple à lire pour Maya, et vous pouvez donc travailler dans votre monde et dans votre viewport correctement et simplement. Voilà, je termine là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté ce tutoriel. S'il vous a plu et si vous voulez aller plus loin dans les particules, parce qu'on a vraiment vu, là on a vraiment fait seulement la surface des particules, n'hésitez pas à me le dire et je referai un petit cours dessus du jeudi sur les particules. Sinon, dans tous les cas, là, sur Maya, je suis en train de faire le rig. Après le rig, on passe au FX. Et dans tous les cas, j'irai plus loin dans les particules. Et je parlerai plus en détail de ce qu'on peut faire avec les particules dans Maya. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, et je vous dis salut!